6 petites minutes. Pas une de plus, mais assez pour bousculer les équilibres diplomatiques de la planète. Benjamin Idnan venait tout juste d'achever son numéro à la Maison-Blanche, bras dessus, bras dessous, avec Donald Trump. Le sourire bien accroché, il distillait des promesses de paix et des mots enrobés de civilisation. À des milliers de kilomètres de là, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène, les yeux chargés d'une lucidité glaçante. Il avait compris. Sébastien Lecornu, lui, avait capté ce que le monde entier avait ignoré. Un mot, un seul, dissimulé dans la cascade de phrases de Nédaille. Mais ce mot était une clé. Retour rapide, 3 jours en arrière, un matin parisien trempé de gris. Une enveloppe scellée, estampillée « Confidentiel Défense » avait atterri sur le bureau de Lecornu, envoyée par les services secrets militaires français. Il n'eut besoin que de quelques lignes pour se raidire. Le document dévoilait les dessous d'un scénario soigneusement préparé à Washington. D'après des fuites provenant à la fois du Mossad et de contacts américains, Nédaille s'apprêtait à jouer une partition bien rodée. Dire oui au plan Trump devant les caméras, tout en gardant, bien au chaud, des clauses secrètes lui ouvrant la porte à une reprise des hostilités dès que le moment serait opportun. Une mécanique implacable. Trump gagnerait, sa photo historique, Nédaille son feu vert américain pour continuer la guerre, et le reste du monde, dupé, applaudirait un Israël prétendument amoureux de la paix. Lecornu connaissait Nédaille depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique, capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Nédaille ne manipulait pas seulement son gouvernement, il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège... 6 petites minutes. Pas une de plus, mais assez pour bousculer les équilibres diplomatiques de la planète. Benjamin Idnan venait tout juste d'achever son numéro à la Maison-Blanche, bras dessus, bras dessous, avec Donald Trump. Le sourire bien accroché, il distillait des promesses de paix et des mots enrobés de civilisation. À des milliers de kilomètres de là, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène, les yeux chargés d'une lucidité glaçante. Il avait compris. Sébastien Lecornu, lui, avait capté ce que le monde entier avait ignoré. Un mot, un seul, dissimulé dans la cascade de phrases de Nédaille. Mais ce mot était une clé. Retour rapide, 3 jours en arrière, un matin parisien trempé de gris. Une enveloppe scellée, estampillée « Confidentiel Défense » avait atterri sur le bureau de Lecornu, envoyée par les services secrets militaires français. Il n'eut besoin que de quelques lignes pour se raidire. Le document dévoilait les dessous d'un scénario soigneusement préparé à Washington. D'après des fuites provenant à la fois du Mossad et de contacts américains, Nédaille s'apprêtait à jouer une partition bien rodée. Dire oui au plan Trump devant les caméras, tout en gardant, bien au chaud, des clauses secrètes lui ouvrant la porte à une reprise des hostilités dès que le moment serait opportun. Une mécanique implacable. Trump gagnerait, sa photo historique, Nédaille son feu vert américain pour continuer la guerre, et le reste du monde, dupé, applaudirait un Israël prétendument amoureux de la paix. Lecornu connaissait Nédaille depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique, capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Nédaille ne manipulait pas seulement son gouvernement, il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les 2 hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur le papier. Tout semblait révolutionnaire. Fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait les failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes. Mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui, publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non.
En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure. Quand Lecornu termina son exposé, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter distraitement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Nédaille jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement Nédaille signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent. Nédaille est redoutable. » Un appel confidentiel fut organisé avec le conseiller à la sécurité nationale américain. Lecornu exposa poliment mais fermement les préoccupations françaises. La réponse fut évasive. « Nous avons confiance en Bibi. Trump a une relation personnelle forte avec lui. » Lecornu comprit immédiatement. Washington ne voulait pas entendre. Trump voulait sa victoire, et Nédaille la lui offrait. Si l'Amérique n'écoutait pas en privé, peut-être écouterait-elle en public. Lecornu demanda à son équipe de préparer un discours pour une conférence de presse le jour même de l'annonce Trump-Nédaille. Un discours qui poserait les questions que personne n'osait formuler. Le 29 septembre 2025, Nédaille arriva à la Maison-Blanche. Les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Trump l'accueillit chaleureusement. « Bibi, mon ami, 6 petites minutes. Pas une de plus. Mais assez pour bousculer les équilibres diplomatiques de la planète. » Benjamin Idnan venait tout juste d'achever son numéro à la Maison-Blanche, bras dessus, bras dessous, avec Donald Trump. Le sourire bien accroché, il distillait des promesses de paix et des mots enrobés de civilisation. À des milliers de kilomètres de là, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène, les yeux chargés d'une lucidité glaçante. Il avait compris. Sébastien Lecornu, lui, avait capté ce que le monde entier avait ignoré. Un mot. Un seul. Dissimulé dans la cascade de phrases de Nédaille. Mais ce mot était une clé. Retour rapide, 3 jours en arrière, un matin parisien trempé de gris. Une enveloppe scellée, estampillée « Confidentiel Défense » avait atterri sur le bureau de Lecornu, envoyée par les services secrets militaires français. Il n'eut besoin que de quelques lignes pour se raidir. Le document dévoilait les dessous d'un scénario soigneusement préparé à Washington. D'après des fuites provenant à la fois du Mossad et de contacts américains, Nédaille s'apprêtait à jouer une partition bien rodée. Dire oui au plan Trump devant les caméras, tout en gardant, bien au chaud, des clauses secrètes lui ouvrant la porte à une reprise des hostilités dès que le moment serait opportun. Une mécanique implacable. Trump gagnerait, sa photo historique, Nédaille son feu vert américain pour continuer la guerre, et le reste du monde, dupé, applaudirait un Israël prétendument amoureux de la paix. Lecornu connaissait Nédaille depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui, partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique, capable de dire une chose et d'en faire une autre sans scrupule. Mais cette fois, Nédaille ne manipulait pas seulement son gouvernement, il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est toute l'Alliance atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les 2 hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur le papier. Tout semblait révolutionnaire. Fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait les failles partout. Le plan disait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes. Mais qui vérifie? Comment? Le plan ne le disait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nédaille de dire oui, publiquement, tout en gardant tous les moyens de dire non. En pratique, le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure.
Quand Lecornu termina son exposé, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter distraitement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Nédaille jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement Nédaille signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent. Nédaille est redoutable. » Un appel confidentiel fut organisé avec le conseiller à la sécurité nationale américain. Lecornu exposa poliment mais fermement les préoccupations françaises. La réponse fut évasive. « Nous avons confiance en Bibi. Trump a une relation personnelle forte avec lui. » Lecornu comprit immédiatement. Washington ne voulait pas entendre. Trump voulait sa victoire et Nédaille la lui offrait. Si l'Amérique n'écoutait pas en privé, peut-être écouterait-elle en public. Lecornu demanda à son équipe de préparer un discours pour une conférence de presse le jour même de l'annonce Trump-Nédaille. Un discours qui poserait les questions que personne n'osait formuler. Le 29 septembre 2025, Nédaille arriva à la Maison-Blanche. Les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Trump l'accueillit chaleureusement. « Bibi, mon ami, nous allons faire l'histoire aujourd'hui. » À Paris, il était 20h30. Lecornu regardait la scène depuis Matignon. Son équipe avait installé plusieurs écrans. CNN, BBC, Al Jazeera. Tous montraient les mêmes images. Trump commença à parler pendant une demi-heure. « C'est potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation, » déclara-t-il. « Nous sommes au-delà de très proches. » Il détailla les 20 points. Fin de la guerre, libération des otages, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas. Tout semblait parfait. Trop parfait. Lecornu prenait des notes, repérant chaque formulation vague, chaque promesse sans garantie. Puis vint le moment crucial. Nédaille s'avança vers le micro et dit « Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il ramènera tous nos otages, démantèlera le Hamas, garantira qu'il ne menace plus jamais Israël. » La salle applaudit. Trump sourit largement. Les journalistes publièrent sur les réseaux sociaux « Percée historique. Nédaille accepte le plan de paix. » Mais Lecornu ne souriait pas. Il avait entendu quelque chose. Nédaille avait continué. « Si le Hamas rejette l'accord, Bibi, vous aurez notre soutien total pour faire ce que vous avez à faire, » l'interrompit Trump. « Cela peut se faire de la manière facile ou difficile, » ajouta Nédaille, « mais cela sera fait. » Lecornu appuya sur pause et réécouta. « Vous avez entendu ?» demanda-t-il à son équipe. « Il ne dit pas « quand nous atteindrons la paix », il dit « si le Hamas rejette ». Il a déjà prévu qu'il vous rejetez. Son conseiller Pierre Lévy hocha la tête. Exactement comme notre rapport. Nédaille veut que le Hamas rejette le plan. Comme ça, il dira « j'ai essayé, ils ont refusé ». Et Trump lui donnera son soutien total pour continuer la guerre. Il était 21h. Juste assez de temps pour que les médias diffusent l'accord Trump-Nédaille, mais pas assez pour que la nouvelle soit ancienne. Il descendit à la salle de presse où une vingtaine de journalistes attendaient. Il s'attendait à ce qu'il félicite simplement Trump et Nédaille. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Lecornu s'installa derrière le pupitre et commença d'une voix calme mais déterminée. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a quelques heures, le président Trump et le premier ministre Nédaille ont présenté un plan pour Gaza. La France reconnaît les efforts américains. » Puis il fit une pause et dit le mot qui change tout. Cependant, la France a des questions sérieuses sur la sincérité de certains acteurs dans ce processus. Les journalistes se redressèrent. Lecornu venait de franchir une ligne diplomatique. « J'ai lu attentivement le plan, » continua-t-il. « Il contient des éléments positifs, mais aussi de nombreuses ambiguïtés qui pourraient permettre à des partis de mauvaise foi de paraître engagés pour la paix tout en maintenant leur capacité à poursuivre la guerre. » Il sortit une feuille et devint très précis. « Le plan dit qu'Israël se retirera vers la ligne convenue. » « Quelle ligne »
Qui l'a défini? Le plan ne le dit pas. Le Hamas doit déposer ses armes. Qui vérifie? Comment? Le plan ne le dit pas. Un conseil de paix dirigé par Trump? Quel mandat? Quel pouvoir? Le plan ne le dit pas. Puis le cornu regarda la caméra et posa la question qui allait faire le tour du monde. La France a une question simple pour le Premier ministre Nedaï. Pourquoi avez-vous dit « je soutiens votre plan » plutôt que « j'accepte votre plan » ? Pourquoi avez-vous dit « si le Hamas rejette » plutôt que « quand nous atteindrons la paix » ? Ces mots ne sont pas des accidents. Ces mots révèlent des intentions. Le silence dans la salle était total. Un premier ministre français en fonction depuis 20 jours venait de remettre publiquement en question la sincérité de Nedaï devant le monde entier. « La France croit en la paix véritable, pas en la paix théâtrale », continua le cornu. « Une paix véritable nécessite 3 choses, des engagements clairs, des mécanismes de vérification robustes et une volonté sincère de toutes les parties. Le plan Trump-Nedaï contient le premier élément partiellement. Il ne contient pas le second, et nous avons de sérieux doutes sur le 3e. » Un journaliste de Reuters leva la main. « Êtes-vous en train d'accuser Israël de mauvaise foi? » Le cornu répondit calmement. « Je ne fais aucune accusation. Je pose des questions que tout le monde devrait poser. Pourquoi accepter un plan avec tant d'ambiguïté? Pourquoi un leader qui cherche vraiment la paix laisserait-il autant de portes de sortie? Netanyahou peut facilement le prouver. Il peut accepter des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Il peut accepter que l'Organisation des Nations Unies supervise l'application. Il peut accepter un calendrier clair avec des conséquences en cas de non-respect. S'il accepte, je m'excuserai personnellement et publiquement. Mais s'il refuse... » Il laissa la phrase en suspens. Un autre journaliste demanda « N'avez-vous pas peur d'isoler la France? Les États-Unis et Israël pourraient voir cela comme une trahison. » Le cornu sourit tristement. « Vous savez ce qui isole vraiment un pays? Ce n'est pas dire la vérité. C'est rester silencieux quand la vérité doit être dite. La France a été silencieuse trop souvent, sur le Rwanda, sur la Bosnie. Je préfère que la France soit isolée mais honnête, plutôt que populaire mais complice. » Il continua. « J'ai une dernière chose à dire à mes collègues leaders européens. Nous avons tous vu ce film. Des accords magnifiques, des poignées de main, des promesses de paix. Puis, quelques semaines plus tard, la violence reprend et tout le monde fait semblant d'être surpris. Nous ne pouvons pas continuer ce cycle. Alors oui, je pose des questions inconfortables. Oui, je remets en question ce que d'autres acceptent sans réfléchir, parce que la vraie paix mérite mieux que des applaudissements automatiques. La dernière question vint d'un journaliste israélien. « Netanyahou a servi pendant des décennies. Vous êtes en fonction depuis 20 jours. N'est-ce pas présomptueux de remettre en question son jugement? » Le cornu ne perdit pas son calme. « L'expérience est importante, mais l'expérience n'est pas synonyme de sagesse. Quelqu'un peut avoir 30 ans d'expérience dans la guerre et 0 jour d'expérience dans la construction de la paix. Netanyahou est un survivant politique brillant. Mais survivre en politique n'est pas la même chose que diriger vers la paix. Quant à mon âge, vous avez raison, je suis jeune et nouveau. Mais peut-être que c'est exactement ce dont ce conflit a besoin. Quelqu'un qui n'est pas fatigué par des décennies de cynisme. » Le cornu quitta la salle en coulisses. Son équipe l'attendait. Les téléphones explosèrent. Reuters, AFP, tout le monde voulait une réaction. Le ministère israélien venait de publier un communiqué disant que vos commentaires sont profondément décevants. Le cornu hocha la tête. Il s'y attendait. Son téléphone sonna. Numéro privé. Préfixe américain, c'était Trump. « Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire ?» La voix de Trump était forte mais contrariée. « J'ai dit la vérité telle que la France la voit », répondit le cornu calmement. « N'est-ce pas ce que font les Alliés ?»« Les Alliés se soutiennent mutuellement », répliqua Trump. « Nous venons d'annoncer un plan historique, et toi tu le remets en question 1 heure plus tard. » Cela ressemble à quelqu'un qui se soucie de vous pour vous dire la vérité plutôt que de vous laisser être piégé, dit le cornu fermement. Il y eut un silence. « Tu penses que Netanyahou me piège? » « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, oui, je pense qu'il vous utilise pour obtenir une couverture diplomatique afin de continuer la guerre. » Trump sembla réfléchir. « Explique-moi. » Le cornu prit une profonde inspiration.
Monsieur le Président, pensez à la manière dont cela s'est passé. Netanyahou arrive, dit toutes les bonnes choses, accepte votre plan. Les médias vous applaudissent. Magnifique. Mais regardez les mots qu'il a utilisés. Je soutiens votre plan. Pas j'accepte. Pas je m'engage. Ce sont des termes vagues, non contraignants. Et puis il dit si le Hamas rejette. Pourquoi si et pas quand nous atteindrons la paix? Parce qu'il s'attend à ce qu'ils rejettent. Et quand ils rejetteront, vous lui avez déjà dit devant les caméras, tu auras notre soutien total pour faire ce que tu as à faire. Vous venez de lui donner un chèque en blanc. Il va maintenant s'assurer que le Hamas rejette. Et ensuite, il vous dira, vous voyez, j'ai essayé, vous étiez témoin. Maintenant, je dois continuer la guerre et vous avez promis de me soutenir. Le silence dura plusieurs secondes. Quand Trump parla à nouveau, il semblait troublé. Tu penses vraiment qu'il ferait ça? Je ne pense pas. Je sais. Nos services de renseignement ont intercepté des communications du bureau de Netanyahou. Il a dit à ses proches qu'il ne croit pas que le Hamas acceptera et que, s'ils acceptent, il trouvera un moyen de dire qu'ils violent les termes. Trump resta silencieux. Si tu as raison, je vais avoir l'air d'un idiot. Non, Monsieur le Président. Si j'ai raison et que vous agissez maintenant, vous aurez l'air d'un leader qui ne se laisse pas manipuler. Mais si vous ignorez cet avertissement et que Netanyahou fait exactement ce que je dis, alors oui, l'histoire ne sera pas gentille. Qu'est-ce que tu me suggères? Demanda Trump. C'était la première fois qu'il demandait conseil plutôt que de dicter. Ajouter des garanties au plan, dit le cornu. Insister sur des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Dites à Netanyahou qu'il doit accepter une supervision de l'ONU et clarifier que votre soutien est conditionnel au respect réel de l'accord. Si vous faites cela, vous serez le président qui a réellement apporté la paix. Si vous ne le faites pas, vous serez celui qui a été joué par Netanyahou. Le choix vous appartient. Trump soupira. Tu joues un jeu dangereux, Sébastien. Netanyahou est puissant. Il a des amis partout, des amis riches. Je sais, répondit le cornu, mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. J'ai raison. Et tôt ou tard, la vérité l'emporte. J'espère que tu sais ce que tu fais, parce que si tu te trompes, tu passeras pour un amateur arrogant. Et si j'ai raison, demanda le cornu, alors tu seras un héros, admit Trump. Mais tu auras aussi fait un ennemi mortel. Netanyahou ne pardonne jamais. Je peux vivre avec ça, dit le cornu. Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c'est me taire et regarder des milliers d'autres personnes mourir. Trump raccrocha sans dire au revoir. Quelques heures plus tard, à 2h30 du matin, les nouvelles commencèrent à arriver. CNN rapportait que Trump avait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe. Et puis, à 4h15, l'impossible se produisit. La Maison-Blanche publia une déclaration clarificatrice, disant que Trump s'attend à ce que toutes les parties, y compris Israël, respectent pleinement les termes de l'accord et que le soutien américain est conditionnel à la mise en œuvre réelle et vérifiable. Ce n'était pas exactement ce que le cornu avait demandé, mais c'était un pas dans la bonne direction. Un signal que Trump avait entendu l'avertissement. À Tel Aviv, Netanyahou lisait la déclaration à 5h15 du matin. Il n'avait pas dormi. Il savait exactement ce qui s'était passé. Ce jeune Premier ministre français avait fait quelque chose que personne n'avait osé faire. Il avait défié Netanyahou publiquement et fait douter Trump. À 10h01, Netanyahou convoqua une conférence de presse à Jérusalem. Son visage était grave. Je viens d'apprendre que le Premier ministre français a choisi de remettre en question la sincérité d'Israël dans notre quête de paix. Je trouve cela profondément troublant. La France prétend être un ami, mais choisit ce moment pour semer le doute. Un journaliste français l'interrompit. Le Premier ministre, le cornu, n'a pas mis en doute votre droit à la sécurité. Il a posé des questions spécifiques sur les ambiguïtés du plan. Pouvez-vous y répondre? Netanyahou eut un regard d'affolement. Je ne prends pas de leçon de paix d'un homme qui est au pouvoir depuis 20 jours. Savez-vous combien de crises j'ai gérées en 30 ans? Le Premier ministre, le cornu, parle de mécanismes de vérification. Laissez-moi lui rappeler, nous avons essayé cela. Nous avons eu l'ONU à notre frontière et ils ont regardé le Hezbollah armer le Hamas, construire des tunnels. Ils n'ont rien fait.
Un autre journaliste demanda « Accepteriez-vous une supervision internationale vraiment indépendante ?» Netanyahou secoua la tête. « La seule garantie de la sécurité d'Israël, c'est Israël. Nous ne confierons jamais notre survie à des bureaucrates de l'ONU qui votent contre nous à chaque occasion. » C'était exactement la réponse que le cornu avait prédite, et les journalistes commençaient à le remarquer. Sur Twitter, les analystes pointaient la contradiction. Netanyahou dit qu'il veut la paix, mais refuse toute garantie qui pourrait assurer cette paix. À Paris, le cornu regardait la conférence en direct. Son conseiller lui murmura « Il se piège lui-même. Plus il refuse la supervision internationale, plus il confirme vos soupçons. » Le cornu hocha la tête. « Oui, mais regardez comment il le fait. Il ne dit pas non catégoriquement. Il dit « Nous avons essayé et cela n'a pas marché. » C'est plus subtil. Cela donne l'impression qu'il est raisonnable. Les 48 heures suivantes furent cruciales. Les médiateurs du Qatar et de l'Égypte rencontrèrent le Hamas à Doha pour discuter du plan. Le monde retenait son souffle. Le cornu savait déjà ce qui allait se passer. Le 1er octobre à 16 heures, l'annonce tomba. Le Hamas rejetait le plan. Il citait plusieurs raisons. Le plan ne garantissait pas la fin de l'occupation, ne reconnaissait pas clairement le droit à un État palestinien, n'incluait pas de mécanisme pour empêcher Israël de reprendre les opérations militaires. C'était exactement ce que le cornu avait prédit. À 18 heures, le cornu donna une courte déclaration depuis Matignon. Cette fois, pas de colère, pas de satisfaction, juste une tristesse profonde. Le Hamas a rejeté le plan. Je souhaite que j'ai eu tort. Je souhaite sincèrement avoir été trop pessimiste. Mais malheureusement, les événements ont confirmé mes pires craintes. Il y a 2 jours, j'ai posé des questions spécifiques. Ces questions sont restées sans réponse. Et maintenant, le Hamas rejette pour exactement les raisons que j'ai soulevées. Certains diront que le Hamas rejette parce qu'ils ne veulent pas la paix. Peut-être. Probablement. Mais si nous voulions vraiment leur retirer cette excuse, nous aurions dû présenter un plan sans faille, si clair et si juste qu'aucune partie ne pourrait le rejeter sans se révéler comme l'obstacle à la paix. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Netanyahou va dire « Vous voyez, j'ai essayé, le Hamas a refusé, maintenant je dois continuer la guerre. » Et Trump se sentira obligé de tenir sa promesse de soutien total. C'est exactement le scénario que j'ai décrit il y a 2 jours. La France va continuer à insister sur une véritable « Nous allons proposer notre propre cadre de garantie internationale et nous allons continuer à dire la vérité, même quand elle est inconfortable, parce que c'est cela le véritable leadership. » Dans les semaines suivantes, l'analyse de Le Cornu fut largement validée. Netanyahou annonça que, puisque le Hamas avait rejeté le plan, Israël n'avait pas d'autre choix que de continuer les opérations. Mais cette fois, la réaction internationale fut différente. L'Union européenne, encouragée par la position française, adopta une résolution appelant à des garanties internationales contraignantes. Plusieurs pays européens commencèrent à parler de reconnaissance d'un État palestinien. Même aux États-Unis, des membres du Congrès commencèrent à poser des questions sur le soutien inconditionnel à Israël. Trump devint plus prudent dans ses déclarations. Il ne retira pas son soutien, mais cessa de donner des chèques en blanc. Pour le cornu, les conséquences furent mitigées. Sa stature internationale grandit énormément. Il fut invité dans des forums consultés par des leaders européens. The New York Times le salua comme une nouvelle voie de raison en Europe. Mais en France, sa situation restait précaire. Les socialistes maintenaient leurs menaces. Le Pen exigeait des ruptures. Les syndicats avaient fait grève. Lors d'une interview, un journaliste demanda « Vous avez gagné en stature internationale, mais votre gouvernement est au bord de la chute. Était-ce le bon moment pour cette confrontation? » Le cornu réfléchit avant de répondre. « Vous savez, on me pose cette question différemment. Certains disent « Tu aurais dû te concentrer sur tes problèmes internes. » Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a jamais de bon moment pour dire la vérité. Si j'avais attendu que ma situation soit stable, j'aurais attendu trop longtemps. Le leadership, ce n'est pas attendre le moment parfait, c'est faire ce qui est juste au moment nécessaire, quelles que soient les conséquences personnelles. Et oui, peut-être que cela me coûtera mon poste. Peut-être que dans 2 semaines, je ne serai plus premier ministre.
Mais au moins, quand je partirai en sachant que j'ai dit la vérité quand elle devait être dite. L'interview fut visionnée des millions de fois et quelque chose d'étrange se produisit. Les sondages de Le Cornu, qui étaient en chute, commencèrent à remonter. Les Français, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec toutes ces politiques, commencèrent à voir quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, qui tenait ses positions sous pression. Le 3 janvier 2026, 4 mois après la conférence historique, Quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'Arabie saoudite annonça qu'elle soutenait la proposition française de garantie internationale et qu'elle était prête à contribuer financièrement. C'était un tremblement de terre géopolitique. Mohammed Ben Salman s'alignait sur la France, pas sur les États-Unis. Le Cornu reçut un appel. Son Altesse royale aimerait vous inviter à Riyad pour discuter d'une initiative conjointe. Quand pourriez-vous venir? Le Cornu avait une semaine cruciale devant lui, mais il savait que cette opportunité ne se représenterait pas. Je peux être là dans 3 jours. Le 6 janvier, Le Cornu atterrit à Riyad. L'accueil fut extraordinaire. Le lendemain, il rencontra Mohammed Ben Salman, la réunion prévue pour 1 heure durant. Les 2 hommes trouvèrent un terrain d'entente. Ils étaient tous 2 des réformateurs prêts à prendre des risques. Tous 2 fatigués du statu quo. « Vous avez fait quelque chose que personne n'avait osé, » dit Mohammed Ben Salman. « Vous avez dit ce que nous pensions tous. Maintenant, vous devez faire plus. Créer une alternative réelle. » ce qui émergea fut l'initiative Riyad-Paris. Une force internationale de 10 000 soldats pour Gaza, un calendrier clair en 5 phases, des garanties de sécurité pour Israël, 50 milliards de dollars sur 10 ans pour reconstruire Gaza, et surtout, un mécanisme de vérification transparent avec des rapports mensuels publics. C'était tout ce que le plan Trump-Netanyahou n'était pas. Clair, contraignant, vérifiable. Le 15 janvier, Le Cornu présenta l'initiative à Bruxelles. La réaction fut divisée. Mais quelque chose d'intéressant se produisit. La société civile européenne se rallia massivement. Des manifestations de soutien dans 12 capitales, une pétition avec 2,3 millions de signatures. Le hashtag Riyad Paris Force devint viral. Le 20 janvier, Le Cornu fit quelque chose d'inhabituel. Il enregistra une vidéo de 10 minutes expliquant l'initiative en termes simples et la publia directement sur YouTube. « Mes chers concitoyens, je veux vous parler. Il y a 4 mois, j'ai dit que le plan Trump n'était pas assez solide. Beaucoup m'ont critiqué, mais j'avais raison. Maintenant, avec l'Arabie saoudite, nous avons créé quelque chose de nouveau. Pas un plan vague, mais un cadre concret avec des garanties réelles. Je ne sais pas si cela réussira, mais nous devons essayer. J'ai besoin que vous fassiez pression sur vos gouvernements parce que la paix vient de la volonté populaire. » La vidéo fut visionnée 15 millions de fois. Pour la première fois, un plan de paix captivait l'imagination populaire. Le 1er février, le Conseil de sécurité de l'ONU devait voter sur l'initiative. C'était le test, la veille. Le Cornu reçut 3 appels cruciaux. Le premier venait de Trump. « Tu sais que je ne peux pas soutenir publiquement ta proposition. Cela aurait l'air d'admettre que mon plan était insuffisant. » Le Cornu répondit. Vous n'avez pas besoin de la soutenir. il suffit de ne pas utiliser votre veto. Laissez la communauté internationale décider. Long silence. Si je fais ça, ils vont me massacrer politiquement. Peut-être, admit Le Cornu, mais l'histoire vous jugera sur les résultats. Voulez-vous être le président qui a bloqué une chance de paix parce que vous aviez peur de Netanyahou? Autre silence. Puis Trump dit. Tu sais quoi, gamin? Tu as du courage? D'accord, je ne vais pas utiliser mon veto. Les États-Unis s'abstiendront. C'était mieux que ce que Le Cornu n'osa espérer. Le 2e appel vint de Netanyahou. C'était leur première conversation directe. Monsieur le Premier ministre, vous réalisez ce que vous faites. Vous imposez un plan à Israël sans notre consentement. Avec tout le respect, répondit Le Cornu, je ne vous impose rien. Je propose un cadre. Vous êtes libre de le rejeter. Mais si vous le